Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Julie Barrette. Nous parlons ensemble d'hospitalisation à domicile en santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, l'humour qui permet d'avancer. Notre invitée en début de deuxième demi est Sylvie Laliberté. Elle nous présente son livre « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». Bienvenue à Folie douce. Ici Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause. Vous écoutez actuellement l'émission Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir mon invitée, Mme Julie Barrette. Bonjour, Mme Barrette. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. Vous êtes chef de service intégré de suivi dans la communauté au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. On va parler ensemble d'hospitalisation à domicile en santé mentale. C'est quand même assez nouveau. Ça m'a titillé. Puis c'est quelque chose qui est une nouvelle approche, en fait. Puis vous êtes la bonne personne pour nous expliquer comment on peut mettre la table sur ce sujet-là. En fait, c'est très nouveau. Je vais juste préciser, le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, c'est très grand. Souvent, ça dit pas grand-chose aux gens qui nous écoutent. Le programme d'hospitalisation à domicile est situé à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas à Verdun. Qui est bien connu, cet hôpital. Oui, c'est un hôpital fort connu avec lequel on a fait beaucoup d'entrevues et qui fait beaucoup de choses, beaucoup de recherches, tout ça. Donc, ça a été démarré dans ce secteur-là. En fait, vous couvrez l'ouest. On couvre, en fait, le Dorval, la Chine, la Salle et le sud-ouest de l'île de Montréal. L'Institut a été choisi en mai 2023 là, par le ministre Carman comme établissement vitrine pour développer le programme d'hospitalisation à domicile qu'on appelle et qu'on va souvent entendre traitement intensif bref à domicile. OK. Puis ça, en fait, quand on entend ça, hospitalisation à domicile, depuis longtemps, écoute, on parle de périodes, je ne sais pas si c'est encore le cas, où des gens même avaient s'étaient barrés dans les hôpitaux psychiatriques, tout ça. Donc là, on parle d'hospitalisation à domicile, c'est une révolution, mais comment on peut définir ça? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que tous les gens peuvent participer à ce programme-là ou ça prend certaines conditions? En fait, ça s'adresse à presque tout le monde, aux gens qui sont volontaires et qui reconnaissent avoir un problème de santé mentale et qui veulent de l'aide. L'hospitalisation à domicile, dans le fond, ça offre un accès rapide à des services d'évaluation et de traitement interdisciplinaire à domicile. Ça permet d'instaurer de façon précoce un traitement et un suivi intensif tout en permettant à la personne de demeurer dans leur milieu de vie. Ça rend possible des contacts étroits avec les proches. Ça permet une compréhension intégrée et globale de la situation. Dans le fond, on s'adresse à des gens qui ont des troubles psychotiques, troubles de l'humeur, troubles anxieux, puis dont l'état est suffisamment instable pour justifier une hospitalisation. C'est-à-dire que la personne doit avoir besoin de soins aigus, comme si elle aurait besoin d'une hospitalisation. Par contre, c'est à domicile. Les seules contre-indications, ce sont des personnes qui auraient des risques suicidaires ou hétéro-agressifs trop importants, des problèmes qui pourraient entraver le potentiel à la collaboration, c'est-à-dire un trouble cognitif, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou un trouble de l'usage de substances au premier plan. Donc, il faut qu'il y ait une bonne évaluation de la part des intervenants avant d'accepter. Qui décide à la fin? C'est un groupe qui dit, telle personne est apte à être hospitalisée à la maison? Qui décide, les demandes se font par une équipe traitante. La plupart des demandes nous viennent en ce moment de notre urgence psychiatrique ou des cliniques externes pour éviter l'hospitalisation. Il doit y avoir eu une évaluation récente d'un psychiatre ou une évaluation dans les dernières heures. Ils appellent à notre ligne. Il y a toujours quelqu'un qui répond du lundi au vendredi de 8 à 4, une personne de liaison. On prend les demandes téléphoniques avec un topo. L'intervenant nous donne un topo du patient. Si la personne semble être un bon candidat, à ce moment-là, on passe à l'évaluation. L'évaluation se fait par un médecin psychiatre, une infirmière et un intervenant psychosociaux. C'est une bonne évaluation qui dure entre 1 heure et 1h30. Et si l'usager est d'accord, si c'est un bon candidat pour notre programme, la prise en charge est immédiate. Et pourquoi avoir mis ça en place, finalement? Pourquoi? Est-ce que c'est un manque de personnel dans les hôpitaux? Est-ce que c'est pour être plus moderne dans notre approche? Pourquoi avoir fait ça? En fait, c'est pour aider à désengorger les hôpitaux, mais c'est aussi pour
cibler une population qui, peut-être, normalement, ne viendrait pas consulter en santé mentale par peur d'être hospitalisé, d'être enfermé dans un institut psychiatrique, pour rejoindre aussi une clientèle jeune, une clientèle qui rejoint moins là, quand on parle d'institut psychiatrique, et pour désengorger aussi, ou pour diminuer le temps d'hospitalisation, parce qu'on a une partie aussi, la personne qui est très malade, qui a besoin de soins trop aigus, qui aura un risque suicidaire très élevé. À ce moment-là, elle pourrait être hospitalisée, mais après 2-3 jours où le risque est moins élevé, à ce moment-là, ils peuvent faire appel à l'équipe d'hospitalisation à domicile et on peut écourter les hospitalisations. Okay. Intéressant. Puis, mais à domicile, c'est un concept qui est difficile à comprendre, puis peut-être que c'est à ses premiers balbutiements ici dans la région de Montréal, mais en fait, la personne est hospitalisée chez elle, mais qu'est-ce qui l'empêche de sortir? Elle peut sortir, donc... La personne peut sortir, peut continuer à travailler. C'est plus le même concept que d'être à l'hôpital puis d'être dans un lieu où on ne peut pas sortir. Pas du tout. Peut continuer à travailler, peut continuer à vaquer à ses occupations. Nous, on va faire le traitement à domicile, on va faire le traitement, on peut rencontrer les gens au cégep, à l'université, dans leur milieu de vie, chez des amis, où ils veulent nous recevoir un peu partout. On a aussi, depuis le début, là, on a commencé à recevoir nos premiers usagers le 18 septembre. On a eu quelques mamans dépression postpartum qui auraient eu besoin d'une hospitalisation. On a pu leur éviter l'hospitalisation par le soin à domicile. L'équipe de traitement intensif à domicile se rendait 3 à 4 fois par jour au domicile. Ajustement de la médication, traitements psychosociaux, contact avec la famille, enseignement aussi avec la famille, enseignement avec les enfants, partenariat avec le CLSC. Donc, la différence, c'est peut-être d'avoir un suivi vraiment plus serré parce que, dans le fond, souvent, la personne va quand même avoir une médication quand elle sort de l'hospitalisation qu'on pense auparavant, là, puis elle va dans son domicile, bien, elle continue d'avoir une certaine médication, mais il n'y a peut-être pas des interventions très fréquentes, alors que là, vous semblez dire que c'est presque comme si la personne est à l'hôpital ou presque. C'est-à-dire qu'elle va voir quand même des professionnels très régulièrement. 2, 3, même 4 fois par jour. Okay, le médecin qui travaille avec nous, le Dr Emmanuel Lévy, est disponible de 8 heures le matin à 23 heures le soir. On a un système de rapport en ligne, in vivo. Alors, on est toujours en communication avec elle. L'infirmière peut être à domicile. Il y a des effets secondaires qui sont indésirables pour le patient. Tout de suite, il appelle la médecin psychiatre. On fait le changement. On envoie ça à la pharmacie. L'équipe va chercher la nouvelle médication, change le pilulier de l'usager, puis on recommence avec un nouveau traitement. Et même s'il y a des déplacements à plusieurs endroits, parce que si on parle d'hospitalisation, il y a plusieurs personnes, usagers qui sont dans un même secteur de l'hôpital, même ça, vous gagnez les professionnels gagnent sur le temps passé ou le type de service, la qualité de service, en fait, donné? Bien, tout à fait. Puis on établit un lien privilégié avec eux beaucoup plus rapidement. Dès la première prise en charge, l'équipe raccompagne l'usager à la maison, à son domicile, rencontre le conjoint, la famille, les enfants. Alors, on commence tout de suite, puis c'est vraiment 7 jours sur 7. Peut-être que l'avantage de ça, d'être à domicile, c'est que les professionnels vont voir peut-être un peu plus l'environnement. Parce que, tu sais, la personne qui est prise dans un milieu hospitalier, on ne voit pas ses proches, on ne voit pas dans quel milieu il vit normalement. J'imagine que ça doit aider dans le... Oui. Il y a un travail là, complet qui est fait, puis on voit beaucoup plus aussi. Et qu'est-ce qui est le plan en fait, du ministère de la Santé? C'est d'essayer cette approche-là pendant un certain temps, d'en tirer des conclusions, puis éventuellement d'en faire ailleurs, comme ça? Ou quoi? En fait, Québec, la capitale nationale, a débuté l'équipe d'hospitalisation à domicile il y a 15 ans environ, 10 ans de façon là, plus sérieuse, et ils ont 3 équipes, et le ministère a donné des budgets à 7 institutions, 7 établissements à travers le Québec pour développer le programme d'hospitalisation à domicile. En fait, c'est pour permettre aux gens, comme je vous disais tantôt, d'être traités à domicile, et puis il y a un objectif d'en développer de plus en plus aussi. Oui, et là, on sait, on le disait tantôt, ça fait quand même peu de temps, mais quels sont les... Est-ce qu'il y a déjà des appréciations de votre part, des gens qui administrent le tout, et puis des professionnels? Quels sont les sons de cloche là, par rapport à cette approche-là?
au niveau de la clientèle, les gens sont hyper reconnaissants, ils nous remercient, on a des super beaux témoignages. Au niveau des collègues, des gens à l'interne, ça va bien, mais c'est encore difficile. C'est encore des fois pas tout à fait bien compris. Les références, la clientèle, il y a des réticences par moment à nous envoyer certains types de références. Il y a des preuves à faire, c'est normal parce qu'on débute, mais je pense que c'est beau pour l'avenir. Puis est-ce que le plan, c'est de le faire pendant un certain temps? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un délai dans le temps? Non, il n'y a pas de délai dans le temps. C'est plus de laisser aller. Oui, c'est sous projet là, avec le gouvernement, si je ne me trompe pas, pour une période de 36 ou 48 mois où il y a de la recherche qui se fait autour de ça. Puis tout ça, il y a des documents qui vont être publiés avec les 7 établissements vitrines. On est chapeauté par la capitale nationale. Mais par la suite, ça doit continuer. Savez-vous si ailleurs dans le monde, ces approches-là se font? Parce que j'ai souvenir d'avoir déjà interviewé quelqu'un d'Italie qui disait que les hôpitaux psychiatriques n'existaient plus parce que, peut-être les familles prenaient le relais. Dans certains cas, c'était peut-être pas la même approche, mais savez-vous si cette approche-là d'hospitalisation à domicile existe ailleurs? Je pourrais pas vous dire. Je pense que les gens de la capitale nationale seraient probablement les mieux placés pour vous répondre. C'est ça m'étonne quand même que ça fait... Ça, on n'a pas beaucoup entendu parler, mais c'est une approche qui est intéressante. Combien de fois on nous a mentionné... La psychiatrie, ça a souvent été pas toujours rose, surtout dans les années, il y a longtemps, là, dans les années 70, années 60, où les gens se sentent en prison, puis tout ça, puis il y a toujours cette approche-là, alors que là, il y a une approche qui est presque, on se demande même comment ça peut fonctionner, mais finalement, ça fonctionne, parce que vous nous donnez quand même des bons commentaires là-dessus. Hein. Ça fonctionne, puis si je peux donner aussi un autre exemple, quelqu'un qui viendra voir son médecin psychiatre pour une évaluation, quelqu'un qui est en début de symptômes au niveau de sa bipolarité, en hypomanie, le médecin psychiatre pense qu'il a peut-être besoin d'une hospitalisation. Dans le passé, avant TIBD, il aurait peut-être dû forcer l'hospitalisation, avoir une garde en établissement. Mais là, il y a une autre option à proposer à l'usager. Il peut lui proposer, écoute, moi, je pense que je suis inquiet pour toi. Tu aurais besoin d'une hospitalisation. Je sais que tu ne voudrais pas. Je te propose l'hospitalisation à domicile, puis on va voir ce que ça donne. Oui. Les gens doivent être quand même surpris. Tu sais, les gens qui ne sont pas au courant de cette approche-là, de se dire, ça veut dire que je peux rester à mon domicile, je peux continuer à faire des activités, mais je vais avoir des services autour de la personne. Ils sont surpris, puis il y en a qui sont craintifs aussi. C'est ça. Il y a des gens qui nous disaient, on n'était pas certains, là, les premières journées, on se posait des questions, mais après 2-3 jours, ils se rendent compte qu'on est très présent. Il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone. On est à 10-15 minutes. Un appel, on est rendu chez la personne. On s'assure le soir, là, lors de la dernière tournée, vers 22h, 22h30, que tout est beau, la médication est adéquate. Si la personne ne va pas bien, on ne l'abandonnera pas, on va rester avec. On peut l'emmener à l'hôpital aussi. Si vraiment ça ne va pas bien, c'est ça, c'est pas totalement hors de question. Non, si ça ne va pas bien, on l'emmène à l'hôpital, puis elle peut passer la nuit à l'urgence. On est en train de faire des ententes aussi avec des centres de crise pour collaborer. Oui, c'est super intéressant. C'est fort intéressant. J'aimerais ça les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a une façon de chercher quelque chose sur Internet pour savoir un peu plus? Si on cherche Institut universitaire en santé mentale Douglas, hospitalisation à domicile ou traitement intensif bref, on peut trouver quelque chose, Ou sinon, on peut toujours téléphoner au 514-761-6131, le poste 2880 qui est mon poste, ou le 2257 qui est le poste de l'hospitalisation à domicile. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre du lundi au dimanche, de 8h à 23h. Bien, merci beaucoup, Julie Barrette. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. Éventuellement, on va y revenir, mais merci, puis bonne suite. Merci. Au revoir. Merci. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. Nous y allons maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, l'humour qui permet d'avancer. Oui, on va voir que, et vous en doutez peut-être déjà, que le sens de l'humour peut être presque une bouée de sauvetage dans la vie et nous permet de faire face à de multiples traumatismes ou difficultés dans la vie. Ça aide à beaucoup de choses, finalement, l'humour. Là. Oui, oui. Et vous allez voir ici qu'il y a une dame du nom de Leni Andersen
qui est aux prises avec une maladie qui porte le nom de polyarthrite rhumatoïde, qui a un sens de l'humour assez développé et elle avoue même que ça peut être un humour assez noir. Mais je vais commencer par vous lire un premier article qui explique c'est quoi la polyarthrite rhumatoïde au Canada. Alors, j'ai pris ça sur le site canada.ca, tout simplement. Ça s'appelle la polyarthrite rhumatoïde au Canada. C'est une forme d'arthrite, au fond. Et on nous dit que la polyarthrite rhumatoïde est la maladie articulaire inflammatoire chronique la plus courante et l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. Les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde courent un plus grand risque de mortalité que la population générale en raison des affections associées à cette maladie. Il n'existe aucun remède contre la polyarthrite. C'est une maladie résultant d'une attaque par erreur de la membrane des articulations et d'autres tissus par le système immunitaire du corps. L'inflammation des articulations cause de l'enflure, de la douleur et de la raideur qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner des lésions articulaires. La polyarthrite rhumatoïde peut affecter de multiples articulations dans le corps et le plus souvent les articulations des mains, des poignets et des pieds. L'inflammation peut également toucher d'autres organes tels que les yeux, la peau, les poumons ou le cœur. Environ 1,2% des Canadiens âgés de 16 ans et plus doivent composer avec un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. C'est environ 374 000 personnes. Je croyais que c'était vraiment chez les personnes âgées, mais tu dis, c'est ça, il y a des jeunes aussi. Oui. Ouais. Alors maintenant, mon article principal qui s'appelle « Comment mon sens de l'humour, même noir, me permet d'avancer dans la vie avec la polyarthrite rhumatoïde ». J'ai pris ça sur le site qui s'appelle creakyjoints.ca. C'est un nom, ça? C'est un nom de site? Oui, quoi, on pourrait traduire ça par des articulations qui craquent, peut-être? Creaky, c'est peut-être ça, mais ça sonne drôle, ça. Oui. Alors, c'est une dame, comme je disais tantôt, du nom de Lene Andersen. Elle a appris très tôt que même si elle ne pouvait pas contrôler ce qui lui arrivait en raison de sa maladie chronique, elle pouvait contrôler sa réaction. Elle nous dit, depuis le début, je choisis de rire. Alors, vivre avec la polyarthrite rhumatoïde, qu'on appelle souvent simplement la PR, ou toute autre maladie chronique, ajoute tant de défis à la vie quotidienne. En plus des symptômes qui interfèrent avec ce qu'on veut faire, il faut jongler avec une panoplie de tests et de rendez-vous médicaux à gérer les éléments qui peuvent déclencher une crise, le tout en présence de la douleur, évidemment. Dois-je vous dire qu'il y a des moments où tout semble juste trop. Ça devient presque impossible de trouver une raison de sourire, nous dit Mme Andersen. Cependant, ma stratégie pour m'adapter, comme d'autres personnes dans la communauté de l'arthrite, a été de développer un sens de l'humour face à la situation. Il arrive souvent que plus la situation est grave, plus mon sens de l'humour est noir. Personnellement, nous dit-elle, je dois mon point de vue est résolument déformé sur ma PR à mes parents, au domaine de la médecine et à la vie, dans le fond. J'ai grandi entouré de personnes qui utilisaient le sarcasme et les taquineries, pas méchantes, qui célébraient les débats sains et qui prenaient plaisir à faire rire les autres. Cela m'a bien servi et m'a aidé à développer le sens du ridicule. C'est un peu comme une réponse, tu sais, c'est un peu une réponse un peu, si tu veux, un petit peu plus un peu tordu, forte, quoi. Là, Ouais. un peu plus forte à quelque chose qui est fort, là, une maladie qui est difficile. Là. Oui, peut-être que ça prend, oui. Ça prend quelque chose pour venir à côté. Là, un sens du ridicule, oui. Ouais. Elle nous dit, mais mes parents m'ont aussi appris autre chose de spécifique à la prise en charge d'une maladie chronique. Ayant grandi avant l'arrivée des nombreuses options de traitement de la polyarthrite rhumatoïde disponibles aujourd'hui, ma vie d'enfant et d'adolescente a souvent été très difficile. Je me souviens encore exactement où j'étais dans notre maison quand mes parents m'ont dit que j'avais un choix à faire. Je pouvais pleurer ou je pouvais rire. À une époque où tant de choses étaient hors de mon contrôle, comme mon état le jour,
ou ce que j'étais capable de faire et même l'endroit où je dormais. J'ai passé plusieurs années à l'hôpital, nous dit-elle. Cette phrase m'a redonné un sentiment de contrôle. Avoir du pouvoir est un terme utilisé en psychologie et en sociologie pour indiquer qu'une personne ou un groupe de personnes est aux commandes de sa vie. C'est pouvoir utiliser son libre arbitre et changer son environnement. Lorsque vous vivez avec une maladie chronique imprévisible, il est assez normal de se sentir impuissant, comme si vous n'aviez pas de contrôle ou de pouvoir sur votre vie. Le cadeau que mes parents m'ont fait ce jour-là, il y a tant d'années, était la certitude que même si je ne pouvais pas souvent contrôler ce qui m'arrivait, j'étais en plein contrôle de ma réaction. Mais je vais m'arrêter ici. Là. Puis on va poursuivre plus tard l'humour qui permet d'avancer. À venir dans l'émission, notre invitée est Sylvie Laliberté, autrice. Elle a écrit un livre en rapport avec la santé mentale qui porte le titre « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « L'humour qui permet d'avancer ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois mon invité, Sylvie Laliberté. Bonjour Sylvie. Bonjour. Tu es autrice. Oui. Puis on va parler de ton, je pense, ton plus récent livre. Tu as écrit d'autres livres avant. Celui-là s'intitule « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». Exactement. Comment tu peux nous présenter le livre? Évidemment, ça parle de santé mentale, mais on a du temps pour expliquer le tout. Là. Alors, comment tu peux présenter ça? Bien, je peux expliquer. Le titre, par exemple, ça vient de l'expression « montrer patte blanche ». Autrement dit, montrer on est normal. Oui. Puis... c'est comme moi, je dis, ben je n'en ai plus là, des pattes. Parce que, en tout cas, je sais pas si c'est tout le monde, mais quand on grandit dans une famille où il y a de la maladie mentale, on le cache. Ouais. C'est comme si j'avais passé mon enfance à mentir ou à pas trop le savoir ou à pas, en tout cas, surtout pas me le faire expliquer. Donc, c'est comme honteux en tant qu'enfant. C'est tellement honteux ça, pour la famille au complet. Oui. Parce que c'est la grande honte. Dans ton cas, tu étais enfant, puis un de tes parents, c'est ton père? Oui, c'est mon père, oui. Puis est-ce que tu étais jeune quand tu voyais un peu ce qui se passait? Je dirais que peut-être très jeune, c'était un peu vague. Il se passait des choses un peu vagues. Puis mon père était un mathématicien. Ouais. Donc... je sais pas trop, là, c'est que c'était vraiment caché, hein, parce que c'est très intelligent, un mathématicien, supposément. Ben, on dit souvent aussi que les gens très, très intelligents, on en parle des fois, je sais pas s'il y avait un diagnostic, mais dans le cas de la schizophrénie, souvent on parle que les gens sont très intelligents, puis des fois ça se côtoie, là, l'intelligence. Ouais, je sais pas ça, c'est vrai. Je me demande, c'est pas... Faut voir. Faudrait voir, mais je sais pas. Mais en tous les cas, c'est ça. Donc, ça a pris du temps quand même. C'est plutôt comme quand j'avais 10-11 ans où il a commencé à avoir des crises, là, vraiment. Puis, est-ce qu'il y avait un diagnostic à ce moment-là? Il y en a eu plusieurs. Ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où il est allé à l'hôpital psychiatrique. Puis, mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois, il revenait. Puis, je pense que ça, c'est un classique. Il arrêtait de prendre les médicaments. C'était les années 70. Ouais. Alors, je pense qu'il n'était pas très avancé au niveau des médicaments. Il y avait beaucoup d'effets secondaires, peut-être plus aussi pour certains. Ah, c'est incroyable. C'est ça. C'était très dur pour nous. Puis comme c'était pas expliqué aux enfants, si on nous avait dit il a pas choisi d'être malade, c'est la maladie qui fait ça, puis il va aller mieux. Mais on savait pas. Mais je dirais que avant que mon père soit psychiatrisé, il y avait souvent, quelquefois, des sortes d'ambiances bizarres à la maison. Okay. Puis là encore, ça, c'est mélangeant. Et surtout si ma mère arrivait pas
j'imagine à faire face, puis à dire, écoutez les enfants, il y a un problème, là, puis je vais vous l'expliquer, puis on va aider votre père, mais non, on n'en parlait pas à l'époque. Puis vous étiez... C'était très secret. Vous étiez deux enfants, c'est ça? On était deux enfants, frère et toi? C'est ça. Puis le livre que j'ai écrit, c'est suite au décès de mon frère, qui est mort du cœur. Son cœur s'est arrêté pendant son sommeil. Okay. Puis j'étais en choc après ça. Et je sais pas si c'est du déni, mais en tout cas, le besoin que j'ai eu, c'était de lui écrire. Puis de lui écrire notre enfance, finalement. Donc, je pouvais pas manquer ça. C'est-à-dire que je pouvais pas cacher ça. Puis, évidemment, je me sentais coupable parce que c'était ça la loi dans notre famille. Puis c'est assez étrange à quel point les gens, en général, quand ils veulent pas savoir, ils ne le sauront pas. Puis donc, les gens proches de la famille savaient quand même qu'il allait en hôpital psychiatrique et tout, mais jamais personne n'a pensé aux répercussions ou à qu'est-ce que ça pouvait faire à des enfants ou... C'était très étrange. Donc, on se débrouillait. Les enfants ont comme pas le bagage aussi, tu sais, l'expérience de vie pour avoir un recul puis dire, éventuellement, dans quelques jours, dans quelques semaines, il va aller mieux parce qu'il va être pris en charge. Puis ça, tu sais, c'est réconfortant pour un enfant tu sais, qui sent que son parent est redevenu, entre guillemets, normal. Là. Oui, c'est ça. Même sous médication, mais au moins, il y a comme une sécurisation qui s'en vient vers l'enfant aussi. Oui. Mais c'est ça, en fait, j'espère qu'aujourd'hui, à l'époque, c'est ça, on disait rien. J'espère qu'aujourd'hui, quand il y a un parent qui est en crise, j'espère qu'on y pense, tu sais, il y a des enfants, on devrait peut-être aller voir s'ils sont corrects, si on leur a expliqué, parce que sinon, vraiment, c'est que ça crée un nuage, puis t'es obligé de te débrouiller tout seul avec qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qu'il n'y en a pas, ça fait que tu deviens un peu mélangé, que tu doutes tout le temps, et surtout... que en tant qu'enfant, là, les enfants, ça fonctionne comme ça. Hein. Ça s'étudie beaucoup les uns les autres. Fait que la normalité, là, c'était pas chez nous, c'était partout ailleurs. Fait que je regardais vraiment les gens, les autres enfants, les amis, à l'école, tout le monde me semblait normal. T'espérais sûrement une vie normale, entre guillemets, malgré que personne n'en a une, puis les apparences, ça semble toujours être... C'est bien vrai, mais je le savais pas, c'est drôle. Mais comme enfant, c'est comme ça, mais ça développe peut-être cette expérience-là, c'est pas quelque chose qui est souhaitable, mais ça développe probablement... des êtres humains plus empathiques, je sais pas, là, peut-être probablement que tout au long de ta vie, tu as été plus attentif parce que tu savais ce que c'était quand tu vis un genre de souffrance comme ça. Ça, c'est vrai, par exemple. Si on peut trouver une qualité, oui. Mais en même temps, une personne qui doute beaucoup, jamais sûre d'elle-même, puis aussi, je sais pas comment dire ça, mais qui manque de protection, donc un peu toujours apeurée. Ouais. C'est ça. Non, c'est effectivement, les enfants, c'est sûr qu'il y a comme un manque de sécurité, fait que c'est sûr que ça stresse un peu, ça dérange. Puis ça reste, ça reste. Ça reste, ouais. C'est ça, en fait. Ça marque. Ça marque beaucoup, puis c'est que, voyez-vous, c'est que ça se construit des enfants. Exactement. S'il n'y a pas de parents disponibles, quand il y a un trop gros problème, comme on avait chez nous, c'est sûr que les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est très difficile. Qu'est-ce qui aurait été peut-être, de t'en parlais tantôt, là, si tu disais, si ma mère ou quelqu'un d'autre nous avait expliqué, est-ce que c'est ça qui aurait peut-être fait une différence? Si quelqu'un avait pu t'expliquer, ben, en te sécurisant en même temps. Oui, beaucoup, oui. Ouais. Ah oui, moi, je pense qu'il faut tout expliquer aux enfants. Il faut prendre le temps. Dans les mots simples. Oui, je pense que la réalité, pas avoir peur de dire ce qui arrive. Parce que sinon, on comprend pas. Puis c'est ça, quelqu'un qui... par exemple, qui sort, là, comme mon père qui sortait de l'hôpital psychiatrique, c'est sûr qu'il était complètement déprimé. Il était comme lourd, incapable de s'habiller. Là, je le dis dans mon livre, en plus, il avait de la misère à manger. Il tremblait tellement à cause des effets secondaires, puis il bavait. C'est sûr que... Je peux comprendre qu'à l'époque, il voulait lâcher les médicaments. À cause de ça, oui, évidemment, c'est ça. Ouais. Ah oui, puis il a fait beaucoup de... À 2 reprises, au moins à 2, il se sauvait. Il se sauvait de l'hôpital. OK. Alors, je me souviens une fois, j'étais à la maison, mais je le décris dans le livre, là. J'étais à la maison, c'était l'hiver, puis l'hôpital était loin. Il avait marché pieds nus dans la neige. Ah, wow. Oui, c'est très triste. C'est ça aussi, c'est que c'est toute une tristesse, puis...
Mais avec le temps, je suis contente d'avoir pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre ça et ne pas en vouloir là, à mon père ou à ma mère. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais en parler, mais c'est quand même quelque chose, c'est comme t'étais assez prête de parler de ça parce que pour que t'écrives un livre, ça va rester pour toujours, puis il y a plein de gens qui vont le lire. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic ou qu'est-ce qui a fait que tu as pu écrire le livre? C'est vraiment le décès de mon frère parce que à cause d'une enfance comme ça, on était très, très, très proches. Puis comme je le dis dans le livre, plus proches, on s'aimait, mais peut-être plus parce que on comptait un sur l'autre, là, les deux. Et après, une fois devenu adulte, il y avait juste lui qui connaissait cette histoire et vice-versa. Ouais. Et plusieurs fois, on se racontait des anecdotes, puis c'est qu'à un moment donné, tu te demandes, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? C'est tellement... c'est très sidérant, en fait, pour des enfants. C'est comme un peu, c'est ça, ce serait un peu comme dans le monde de l'irréel, par même temps. Mais est-ce que ta mère, vous aviez eu l'occasion d'en parler avec elle par après, ou je sais pas si ton père est... Pas vraiment. Je pense que c'est le malheur, là. Ça a été un gros malheur dans sa vie. Puis, elle voulait pas peut-être rentrer là, dans ces émotions-là, peut-être? Non, mais en tout cas, elle a toujours supporté. Mais c'est ça, c'est que ça aurait été bien qu'elle se dégage un petit peu pour nous expliquer, en fait. Oui. Le livre que tu as publié, donc, que tu as écrit, puis qu'on a publié, c'est un livre de beaucoup de pages. Oui, mais pas tant. C'est un récit. C'est un récit, c'est ça. C'est un récit. Mais c'est ça. C'est que ça rencontre, on pourrait dire, deux gros sujets. Là, la mort, parce que je décris, bon, là, t'es mort. C'est un peu comme si je écrivais à mon frère... une lettre posthume, là, un peu. Oui, puis je veux lui dire que t'es mort. Puis à la fin, ça finit comme ça. C'est parce que, vu que j'étais la grande sœur, j'avais comme habitude, on pourrait dire, de m'occuper de lui. Puis là, c'était un peu comme le faire jusqu'au bout. C'est jusqu'à lui dire, bon, ça y est, t'es mort. Fait qu'à la fois, t'avais, c'est ça, la gestion de tes émotions face aux problématiques de ton père, mais en même temps, tu devais aussi protéger ton petit frère. T'sais. Oui, c'est ça. C'est demandant pour un enfant, c'est stressant. Oui, puis en plus, t'es pas vraiment... t'as pas le bagage pour le faire ou pour bien le faire. Donc, après aussi, tu peux te sentir très coupable de ne pas avoir assez bien fait. Tu aurais voulu faire mieux. Avec l'expérience d'aujourd'hui, c'est facile de regarder à l'arrière, de dire j'aurais dû faire ça, mais un enfant de 10 ans, 12 ans n'a pas les notions de savoir ce qu'il fait. Là. Mais ça a fait aussi que, devenu adulte, on est restés tous les deux toujours un peu inquiets l'un de l'autre, en sachant les difficultés de rencontrer la réalité. Parce que c'est ça, ça fait qu'on n'a vraiment pas confiance en soi, qu'on se sent toujours différent, qu'on pense qu'on fait pas la bonne chose, qu'on dit pas la bonne chose. Donc, on était proches à cause de ça. Ouais. Comment s'est déroulée la suite de la vie de ton père et de ta mère, de tes parents? Est-ce que finalement, est-ce qu'il a réussi peut-être à stabiliser un peu son état? Ça a été très long. Puis, oui, c'est vrai que vers la fin, là, je dirais à peu près, je sais pas, quand il avait 65 ans et plus, je crois, ça a bien été, mais malheureusement, à la toute fin, là, il était rendu un homme âgé, mais il prenait des médicaments. Puis là, j'ai l'impression qu'avec ma mère a eu l'Alzheimer. Puis là, il a oublié de prendre les pilules. Donc, il est retombé en crise, grande crise. Là, c'est très impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant de voir, c'est ça, c'est indescriptible. Quelqu'un qui perd la carte là, devant soi, c'est très... Et puis, on ne sait pas toujours quoi faire. On dit souvent aller chercher de l'aide, mais chaque cas est un peu différent. Fait que il faut réfléchir. C'est avec l'essai-erreur, peut-être. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui était très difficile à l'époque, là, dans les années 70, donc mon père devenait violent et donc c'est la police qu'on appelait. Okay. Ce qui, moi, m'a toujours fâchée après, en y réfléchissant, en me disant, ça y est, c'est une crise du cœur. Vous aviez pas la police. Non, c'est ça. Vous aviez comme pas le choix parce que vous vous sentiez en danger. Oui, c'est ça, mais imagine un peu qu'à l'époque, les polices n'avaient pas la formation pour ça. Non, en plus. Fait que c'était
c'était pas beau à voir, Non. on pourrait dire. Hein? J'imagine que maintenant, il y a des équipes qui viennent, qui sont peut-être des travailleurs sociaux. Oui, exactement. C'est fort passionnant. On pourrait rappeler, on est presque à la fin de l'entrevue, ça passe tellement vite. Et on peut rappeler le titre de ton livre, l'édition. On peut le trouver, je pense, un peu partout, puis même en audio, tu disais. En audio, oui, il est en audio partout. C'est toi qui as fait la narration. J'ai fait la narration. C'est ça. Quel est le titre encore? Alors, c'est « J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus ». Aux éditions? Somme toute. D'accord, merci beaucoup, Sylvie Laliberté. Merci à toi. C'était fort intéressant. J'espère que les gens apprécient, puis j'espère qu'ils vont pouvoir le lire et apprécier aussi le livre. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à Folie douce parce que la santé mentale nous concerne tous. De retour au micro avec le sujet que tu as débuté, Pierre, un peu plus tôt, l'humour qui permet d'avancer. Oui, parce que comme on est en train de le voir avec cet article, malgré qu'on s'en doutait déjà un peu, le sens de l'humour permet de traverser toutes sortes de difficultés. Spécialement des maladies dures comme ça. Là, des maladies chroniques récurrentes là, c'est ça, sont souffrantes. Là. Oui. Alors, c'est un article qui s'appelle « Comment mon sens de l'humour, même noir, me permet d'avancer dans la vie avec la polyarthrite rhumatoïde, une forme d'arthrite. » Un article écrit par Mme Lene Andersen, un nom légèrement nordique. Dans les pays nordiques, un peu, oui. Peut-être une Suédoise. Quelque part dans ce coin-là. Dans ce coin-là, oui. Alors, elle a écrit l'article et elle-même souffre avec cette maladie. Alors, elle nous dit que avec une vie qui est encore aujourd'hui souvent difficile, que ce soit à cause de ma polyarthrite rhumatoïde ou d'autres facteurs, être capable de me concentrer sur le ridicule de la situation est mon super pouvoir. Il y a 5 ans, j'ai eu de graves complications liées à la grippe et je me suis retrouvé sous respirateur aux soins intensifs. Elle nous dit « Faites-vous vacciner contre la grippe », nous dit Mme Andersen. Elle continue en disant « Quand je me suis réveillé, incapable de parler à cause d'une trachéotomie, les choses sont très vite devenues très comiques. Il s'avère que ma famille et le personnel étaient terribles pour lire sur les lèvres. Un problème aggravé par le fait que j'en profitais souvent pour faire des blagues alors qu'ils s'attendaient à ce que je sois direct. Bizarrement, ils comprenaient très bien lorsque je leur disais « Vous m'énervez », par exemple, chaque fois qu'ils ne comprenaient pas la plaisanterie. Elle nous dit « Je continue de célébrer ce que j'appelle mon anniversaire de zombie. Chaque année, le 30 mars, date à laquelle mon cœur a arrêté de battre, et heureusement, j'ai été réanimé, nous dit-elle. Il a fallu du temps à la plupart de ma famille et de mes amis pour voir le côté amusant de cette situation. » Ouais. C'est pas trop évident, je veux dire. Elle nous dit « La plupart des personnes atteintes de PR ne vivent pas quelque chose d'aussi terrible dans leur vie avec l'arthrite, mais il y a toujours moyen de transformer un moment de tristesse ou de frustration en rire, qu'il s'agisse d'expériences médicales comme le tristement célèbre papier bruyant de la table d'examen ou les jaquettes d'hôpital osé et les médecins qui ne savent pas trop par où commencer avec votre cas, ou encore des expériences personnelles comme se battre avec le couvercle d'un pot chaque jour, une situation où on pourrait être sur le bord des larmes peut se transformer en séance de rire. Effectivement, ouvrir un pot là, pour quelqu'un qui a de l'arthrite, ça doit être difficile. Là. Oui, plutôt, oui. Ouais. Elle nous dit, Mme Andersen nous dit, chaque fois que je me retrouve au milieu du chaos dans ma maladie chronique, je recherche un tout petit aspect qui a du potentiel pour être drôle. Prenons les couvercles à l'épreuve des enfants. Sur les flacons de médicaments, un tout petit morceau de plastique se tient entre vous et le soulagement de la douleur dont vous avez besoin pour commencer votre journée. C'est à la fois ironique, frustrant et enrageant que ce problème n'ait pas été toujours résolu. Dans une scène du film Lessons in Love, tourné en 1990 par Artemio Marquez, un personnage atteint justement de polyarthrite rhumatoïde prend finalement un marteau pour ouvrir un couvercle. Le flacon s'est bien ouvert, mais en éparpillant des pilules sur le sol. C'est drôle, surtout pour ceux d'entre nous à qui c'est déjà arrivé, parce que c'est tellement vrai. Il se peut que vous ne soyez pas du genre à empoigner un outil pour soulager votre douleur, mais le simple fait d'y penser peut être savoureux.
Alors, profitez-en pour y rêver tout en appelant votre pharmacien pour lui demander de mettre vos médicaments dans un flacon avec un couvercle plus facile à ouvrir. Si c'est possible. C'est comme un défoulement. Hein. J'imagine, on prend le marteau et on dit, elle va ouvrir la bouteille. Il y avait peut-être pas d'autres. C'est ça, mais il n'y avait peut-être pas d'autres moyens. Non, pour c'est vrai, elle. c'est frustrant, pareil. Oui. Madame Anderson nous dit, il est possible de trouver de l'humour dans plein d'autres situations qui vous arrivent quotidiennement. Inventez des réponses drôles aux personnes qui vous suggèrent d'essayer de manger plus de choux frisés, par exemple, pour guérir votre PR. Aide à passer le temps dans la salle d'attente du médecin. Inventez un jeu sans alcool, selon ce que vous permettent vos médicaments, où vous devez boire chaque fois que quelqu'un dans un film ou une émission de télévision se trompe au sujet d'une maladie chronique. Appelez votre meilleur ami et pouffez de rire en lui disant que vous avez trouvé votre soutien-gorge dans le réfrigérateur un jour où votre cerveau était en compote. Ça s'adresse plus aux femmes. Là, par contre. Ben, ouais, en général. Madame Anderson nous dit, ceci est probablement la solution. Partagez le moment avec quelqu'un qui vous comprend. Si vous n'êtes pas en mesure de trouver des blagues vous-même, allez voir sur les maladies chroniques sur Instagram, Facebook et Pinterest peut vous faire rire ou au moins vous donner un petit sourire en coin, quand rien d'autre ne semble le moindrement amusant. Parler à d'autres membres de la communauté de l'arthrite et de la douleur chronique sur les réseaux sociaux peut vous apporter un soutien vital et quelques éclats de rire qui peuvent vous aider à continuer. Mais ne laissez pas de côté votre réseau de soutien en personne, comme votre famille ou vos amis. Ensemble, vous pouvez rire des nombreux moments ridicules qui se produisent dans toutes vos vies. Parce que des situations humoristiques, même si c'est de l'humour noir, il y en a aussi dans la vie normale. Rire ensemble des défis surmontés par chacun crée des liens entre les gens et renforce ceux déjà existants. Et ces souvenirs peuvent vous aider à traverser les moments difficiles qui viendront. Alors, je vais m'arrêter ici. Ouais, c'est quand même, ça prend des personnes fortes, je pense, pour ce genre de... Ouais. Hein, c'est quand même inspirant comme histoire. Ouais, merci beaucoup pour ce sujet, l'humour qui permet d'avancer. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup Pierre pour ton travail en régie. Bienvenue mon cher. Ainsi que pour ton sujet aux espressos, aux deux espressos, donc l'humour qui permet d'avancer, un sujet inspirant en fait. Oui. C'est une dame là, qui est quand même avec une maladie difficile mais qui réussit à s'en sortir, alors c'est quand même très inspirant. Oui. Notre invitée en début d'émission, Julie Barrette, nous a parlé d'hospitalisation à domicile en santé mentale, une nouvelle approche dans la région de Montréal. C'était vraiment à suivre cette approche-là. Notre invitée en début de deuxième demi était Sylvie Laliberté. Elle a écrit un livre, J'ai montré toutes mes pattes blanches, je n'en ai plus. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.